La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Aujourd'hui, Rencontre avec les gens d'affaires est à Saint-Albert, à l'Olivier Del Mundo, où on parle d'importation et d'olives. Bonjour Alexandre. Bonjour, ça va bien Suzanne? Ben oui. Ouais. Merci de nous recevoir chez l'Olivier Del Mundo ce matin. C'est le plaisir pour moi. Pour les gens qui ne connaissent pas l'Olivier, qu'est-ce que vous faites? On devine qu'il y a peut-être des olives dans ça. Oui. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, en fin de compte, nous, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme des olives et on les distribue. OK. On a le côté volet boutique à l'avant, mais pour la grande majorité du temps, en fin de compte, c'est pour la transformation et la distribution. Donc, on transforme des olives et des piments. Des olives, surtout des olives, un petit peu de piment, d'après ce que je comprends? Oui, je te dirais, c'est un rapport 80-20 environ, où ce que 80% du temps qu'on transforme et qu'on distribue des olives, c'est des olives, 20% pour des piments. OK. À la main. Et on les retrouve où, vos produits, si la boutique ici est comme très secondaire Fermé. dans votre... On a au-dessus de 100 points de vente à travers le Québec. OK. Donc, l'idéal, c'est de consulter notre site Internet. Et sinon, vous avez aussi plusieurs endroits de vente là, dans la région éminente là, de Victoriaville. On parle principalement d'épicerie fine, de marché. Exact. Épicerie, banniérée, IGA. OK. Donc, on a aussi des marchés tradition. On a des épiceries fines aussi, des boulangeries, pâtisseries, etc. Oui, effectivement. Alexandre, vos olives, de toute évidence, ne poussent pas à Saint-Albert. Non, ça pousse pas. Explique-nous un peu d'où partent tes olives et quel chemin elles parcourent avant de se rendre dans les barquettes ici à Saint-Albert. Oui, donc nos olives, ils proviennent de la région de Tréquien en Grèce. Donc, elles partent du port de Pirée en Grèce, un coup récolté. Elles transitent jusqu'au port de Montréal pour être ensuite, on va les chercher au port de Montréal au fur et à mesure qu'on délivre là-bas, on ramène des olives jusqu'ici. Donc, quand vous allez chercher vos cargaisons au port, ce que vous avez, c'est des olives crues, c'est des olives, comment elles sont à ce moment-là? Maintenant, ils sont dénoyautés. Donc, on les reçoit dénoyautés, chose que c'est depuis environ 6 à 7 ans qu'on les dénoyaute là-bas, directement en Grèce, à le livret en Grèce. Donc, on les reçoit dans l'eau et le sel. OK. Beaucoup moins de sel dans l'eau aussi parce qu'on utilise toujours la récolte de l'année précédente. Puis habituellement, les olives qu'on est habitué de voir en pot, puis tout ça, ça peut passer combien de temps dans ces pots-là? Ben, ça va varier tout dépendant du volume qui passe, là, mais ça peut aller jusqu'à 2 ans, jusqu'à 5 ans. Là. Ah oui, long comme ça. Ouais, Wow. exact. Vous, vos olives, une fois qu'elles arrivent, là, vous devenez créatif parce que vous avez plein de déclinaisons de farces que vous mettez à l'intérieur. Exact. Combien vous en avez en tout? Ben, tout est partout, en fin de compte, pour les olives farcies. On va en avoir à peu près entre 14 et 16, mais dans des mélanges qu'on fait aussi en travaillant en collaboration avec des restaurateurs où on a jusqu'à 26 produits différents au niveau des codes barres, effectivement. Puis faites à noter aussi les produits qu'on va mettre à l'intérieur de l'olive. On essaie le plus possible de travailler avec Aliments Québec aussi pour être capable de pouvoir trouver des fournisseurs qui sont soit de proximité ou à tout le moins au Québec, si c'est pas possible en Ontario ou au Canada à tout le moins. As-tu quelques exemples à nous donner de justement de mariage fournisseurs locaux avec tes olives, de recettes que vous avez développées? Oui, c'est sûr que là, présentement, c'est sûr qu'on travaille avec Jean Morin aussi, avec sa famille. À la fromagerie du Président. Exact. Donc, on a farci au bleu. L'ail aussi, elle vient d'un producteur, Théo, qui demeure à Warwick en tant que tel, où on va utiliser son ail pour l'infusion, etc. On va avoir le fromage de chèvre, on va avoir toutes sortes les amandes, tout le rôtissage aussi. On sait que des amandes ou des noix, ça pousse pas nécessairement au Québec, même si on a certains producteurs que je ne connais, mais ils sont pas capables de me desservir. Mais on va s'arranger pour aller chercher à Drummondville, chez un rôtisseur là-bas, directement nos produits d'amandes et de noix fraîchement
rôti là, à Drummondville. Pour toi, comme entrepreneur, quand tu calcules combien ça va te coûter de farcir ton olive avec de l'amande grillée à Drummondville versus de l'amande que tu fais venir de l'étranger, est-ce que ça a un gros impact sur le coût ou c'est pas si significatif que ça? Je te dirais que c'est une question de volume. Ouais. Il ne faut pas se faire des cachettes, c'est une question de volume, mais je vous dirais qu'au niveau... il y a une différence, oui, c'est un peu plus cher, c'est sûr, mais pour la qualité en tant que telle, puis pour se démarquer auprès de la concurrence, que je nommerai pas, mais tu sais, des grandes industries où ce que ça goûte ce que tu payes. Ça finit par goûter un peu tout pareil aussi, souvent? Ouais, exact. Tandis que là, souvent, là, c'est ce qu'on me suggère. On me suggère des choses sur les nouveaux producteurs, etc. On essaie, on fait des tests, mais c'est sûr que le côté qualité, il y a un prix à ça. Puis au niveau, c'est à ce niveau-là, là, surtout là, la qualité. Là, ouais. Puis, en 2022, Ouais. est-ce que tu as l'impression que les gens comprennent ça, acceptent, sont prêts à payer plus cher leur barquette d'olives, sachant qu'il y a beaucoup plus d'éléments québécois dedans, que c'est une meilleure qualité? Est-ce que cette culture-là, tu as vu une différence, toi, depuis que tu es en affaires? Oui, j'ai vu une différence. Je te dirais que c'est une différence qu'on voit peut-être depuis, je te dirais, 4 à 5 ans. Là. Je te dirais, j'ai commencé à avoir un mouvement vers ce côté-là. Là. Ça vient avec le venu de la certification Aliments préparés au Québec, Aliments Québec, les sous aussi, les budgets qui ont été injectés par le gouvernement, puis que ça soit aussi par l'avenue d'Internet, aussi l'achat en ligne, ça a pu permettre aussi des plateformes comme le marché de solidarité à Victoriaville ou Mathurin à Montréal aussi, qui est un de nos clients aussi, pour diversifier un petit peu aussi. Donc, j'en vois une. Là. Les gens sont plus conscients de leur achat et l'impact que ça peut avoir économiquement dans leur localité ou dans leur monde régional. Là, oui, qu'il y a un visage associé au produit pour le consommateur. Oui, c'était vrai dans mes débuts en 2006, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Parlons-en de tes débuts. Tu n'as pas toujours été dans les olives? Non, c'est parti d'où, ça? Ouais, les olives ou mon emploi, là. Ben, les deux. Comment l'Olivier Delmondo est né? Est né en 2006. J'avais 30 ans. J'ai mis de côté mon emploi. Je travaillais pour une importante entreprise là, dans le mobilier de magasin. À 30 ans, j'ai décidé de tout laisser tomber ça. Donc, j'étais chargé de projet. 30 ans, je pars au marché public de Lévis. Donc, parce que je demeurais à Lévis, je travaillais à Saint-François-de-Montmagny, qui était à environ 30 minutes de route. Mais tu es originaire de Saint-Albert. Saint-Albert, exact. Donc, j'étudiais là-bas, puis je vivais là-bas. Et puis, ma première présence à vendre mon produit en tant que tel à une cliente, c'est au marché public de Lévis en 2006. Là. Puis, j'avais jamais fait ça. Moi, j'ai travaillé dans les cuisines, j'ai travaillé pour des restaurants, en arrière, les cuisines, etc., avec tout un cheminement au niveau des acheteurs, vendeurs, tout le... Puis qu'est-ce qui fait qu'un matin, on est dans le mobilier de magasin puis qu'on se dit non, moi, je vais aller farcir des olives et vendre des olives? Ce désir-là, il part d'où? Ben, c'est l'autonomie, je te dirais, qu'on développe. Puis j'avais fait le tour, là, pour ma part, là, je croyais que j'avais fait le tour de ce qui anime une entreprise. Donc, j'avais touché à pas mal tous les secteurs d'activité d'une entreprise, que ce soit les achats, les ventes, les services à clientèle, etc., là, les gestions de projet. Puis, c'était un retour aux sources. Puis, quand on fait un retour de dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie à 30 ans, je regardais ce qui m'animait encore à 30 ans, même si j'étais dans le mobilier de magasin. C'était encore une fois le volet alimentaire, vu que, ma mère, c'était une femme au foyer aussi. Mon père était entrepreneur aussi. Donc, le jumelage des deux a comme fait qu'est-ce que je voudrais faire pour les 20, 30 prochaines années de ma vie et que je vais me lever le matin puis que je vais apprécier ma journée telle qu'elle est. Là. Donc, l'alimentation, c'est sûr, je suis un épicurien puis j'aime ça goûter, tout ça. Fait que je me disais, je vais me partir dans l'alimentaire, mais dans quoi? Je me disais, OK, et où surtout? Ouais. Donc, à un coût aussi abordable. Donc, le marché public, pour ça, là, quelqu'un qui veut se partir en affaires, là, les marchés publics, c'est super, le marché de solidarité, n'importe quoi, tout ce qui est marché, mais on forme un tout. Hein, de là, Olivier Dumonde, Olivier Delmondo. Ouais. Olivier, bon, ça y est, je t'appelle Olivier. Il y a bien du monde qui t'appelle Olivier, hein? C'est pas juste moi, là. Ouais, après, depuis 2006, là, je te dirais, je commence vraiment donc, je me suis fait à l'idée, là, disons. Tu t'es rebaptisé Olivier, par ton produit. Ça, c'est l'entrepreneur à l'extrême. Ouais. Alexandre, on arrête 2 petites secondes. On prend 1 minute pour aller faire un tour au bord de la Méditerranée. Parfait. On revient tout de suite.
Les olives qu'on retrouve à l'Olivier del Mundo viennent toutes de la région de Loutraki, en Grèce, une petite ville balnéaire sur le bord du golfe de Corinthe. D'ailleurs, comme on le sait, la région de la Méditerranée est la région de l'oléiculture au monde. On produit annuellement plus de 17 millions de tonnes d'olives dans le monde. Et là-dessus, il y en a 10 tonnes qui se retrouvent ici, au centre du Québec. Alexandre, tu nous l'as dit, tu es le seul capitaine de ton entreprise. Tu es venu à l'entrepreneuriat parce que tu voulais justement le défi, l'autonomie. Mais tu as quand même des gens avec toi. L'équipe d'Olivier del Mundo, c'est qui? C'est des gens pour la plupart qui sont à Saint-Albert. Donc, c'est des travailleurs aussi qui résident beaucoup à Saint-Albert ou à Victoriaville. Donc, on est 6, si je m'inclus. Là-dedans, on a 3 à 4 personnes qui vont produire les olives, les transformer. Et on a 2 représentants aussi qui vont servir là, de pont entre la clientèle au niveau du détail, magasin, etc. et la transformation de l'usine en tant que telle. Puis, quand on parle du travail qui est fait sur les olives, c'est un travail qui est vraiment encore très, très, très artisanal. Là. C'est pas on met l'olive dans une machine puis elle ressort tout emballé de l'autre côté. Là. Il y a vraiment une par une, l'olive se fait avec amour. Oui. Donc, elle est toute manipulée une par une. Donc, on parle d'à peu près 800 000 olives, là, même plus. Là. Je n'ai jamais calculé tout seul. Mais j'y vais en volume. 2. Ouais. Donc, il y a toujours un humain qui touche, que ce soit à l'olive ou avec le piment ou quoi que ce soit, ou même l'amande, tout ça. Donc, c'est sûr qu'on on respecte les normes du MAPAC, là, du ministère de l'Agriculture. Mais ils sont toutes manipulées une par une, effectivement. Il n'y a rien de mécanisation, mis à part peut-être là, certaines activités au niveau du dosage d'huile dans les barquettes, etc., où ce que là, on s'est automatisé. Là. Mais pour la grande majorité des méthodes de production, là, c'est fait manuellement, encore pour cette année. Là. Ouais. Puis, tu le disais, toi, ton modèle d'affaires est beaucoup un modèle d'entreprise à entreprise. Donc, tu as un petit peu de consommateurs qui viennent directement acheter à la boutique, mais ça se fait surtout en distribution avec d'autres détaillants. C'est quoi qui est le plus important quand on travaille comme ça avec des détaillants? La relation client-fournisseur. Moi, c'est encore important. Encore aujourd'hui, ça m'arrive régulièrement. Je vais livrer chez mon client. Je vais avoir une approche là, humaine avec le client qui est propriétaire du détaillant parce que souvent, cette personne-là, c'est la personne en tant que telle qui va représenter nos produits sur les tablettes. Donc, on n'est pas juste un code barre et mis sur une tablette, mais plutôt que c'est souvent le propriétaire de l'épicerie fine, de la boucherie ou même d'un banniéré affilié, mais qui reste quand même une certaine forme d'indépendance, qui va faire le pont entre notre produit avec le client qui va l'acheter. Là. Donc, Puis, ma question est peut-être naïve, mais est-ce que tu as l'impression que le choix de distribuer ton produit ou celui de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup ou uniquement une question de ce que le produit goûte, ce que le produit est, ou que c'est du lien humain de, tu sais, faut-tu être têteux pour être l'ami du détaillant ou non, pas du tout, c'est le produit, tant qu'il y a confiance, ça va. Tu sais, c'est quoi la part de relation versus qualité du produit? Je te dirais la transparence, là. Je te dirais, il faut pas être têteux. C'est souvent, ça vient de la base elle-même. Donc, c'est le client qui demande le produit sur les tablettes. Puis après ça, il y a comme une relation de proximité qui se crée avec le client. Tu sais, quand on met en marche, par exemple, une méthode pour pénétrer un marché, un secteur de marché, que ce soit l'Estrie ou ailleurs, ou n'importe quoi où on n'est pas présent, on va s'organiser pour avoir quelqu'un qui va aller, un de mes représentants, par exemple, qui va aller se présenter dans une région, qui va faire le tour et qui va évaluer si le courant peut passer aussi, puis si le propriétaire de l'épicerie fine ou en tout cas de la boucherie, quoi que ce soit, peut être un bon match là avec nos produits, tu sais, parce que l'image est super importante. C'est comme le Tinder de l'olive. Ouais, quasiment, je te dirais exactement. Puis souvent, tu as des propriétaires qui vont refuser d'avoir nos produits. Par exemple, ça arrive pas souvent, mais tu sais, quand ça arrive, mais il va quand même le mettre sur ses tablettes parce qu'il pense pas juste à lui, parce qu'il aime moins ça. Il va penser vraiment à sa clientèle qui sait qu'il y a une demande parce qu'il vend des saucisses avec des olives dedans, ou il va faire
un produit avec des olives qu'il va mettre en place, là, puis qui va... ouais. Puis, tu me disais que toi, dans ta façon de développer ton réseau de distribution, tu avais vraiment à cœur d'y aller doucement puis de solidifier la base avant d'élargir. Parce que tu as des demandes qui viennent de très loin, là. Tu pourrais vendre tes olives quasiment d'un océan à l'autre. Oui. Mais c'est pas comme ça que tu travailles. Non, on s'assure de garder le contact avec notre clientèle. Ça, c'est super important. Là. Quand je dis client là, en tant que tel, là, pour les biens des téléspectateurs, c'est vraiment... oui, c'est les clients qui viennent chez nous, mais c'est surtout les propriétaires aussi. Je veux dire, c'est super important parce qu'à la base, on pourrait rentrer dans plusieurs points de vente, que ce soit en Ontario, au Nouveau-Brunswick, mais il faut s'assurer que notre base soit solide, puis que la relation aussi, qu'on accompagne les clients institutionnels ou les détaillants. Là. Ça, c'est super important là, pour moi. Là. Puis au fur et à mesure, on gravite, puis on augmente la quantité de clients. On se donne une marge aussi à chaque année pour faire du développement de marché, mais toujours en respectant dans l'idée qu'on a une capacité limite de produire aussi. C'est pour ça, par exemple, que tu es moins présent sur l'île de Montréal. Parce que quand t'as rentré, on va y aller à fond. Ouais, ben Montréal, Toronto aussi, hein, parce que c'est un autre modèle. Là. Ouais. C'est différent un petit peu. Là. Les gens de Montréal, c'est super. J'ai quand même un distributeur, mais il va être beaucoup plus présent sur la rive sud de Montréal, plus sur la rive nord, etc. Quand on rentre sur une densité de population, il y a le sentiment d'appartenance. Oui, j'ai eu plusieurs clients sur l'île de Montréal avec qui je fais affaire, mais depuis de nombreuses années. Mais pour me pénétrer, il y a le segment aussi culturel aussi, où il y a le volet aussi que... Puis, tu sais, du bleu de Sainte-Élisabeth de Warwick, si tu demeures dans une région limitrophe, on va connaître le bleu de Sainte-Élisabeth de Warwick, mais quand tu rentres dans une communauté ethnique, si on peut dire ainsi, que ce soit la communauté maghrébienne, où ils connaissent le livre. Ils connaissent c'est quoi le livre, mais le bleu qui est à l'intérieur, ça fait pas partie nécessairement tout à fait de leur mœurs. Un clash culturel aussi de qu'est-ce que t'as fait à mon olive. C'est pas comme ça qu'on mange des olives. C'est ce que je me rends compte souvent ici, les gens vont dire ouais, l'olive ça vient pas local, ouais, mais ce qu'il y a à l'intérieur vient du Québec. Ah OK, je vais y goûter. Le lien est là. Si tu t'en vas sur un emplacement où ce que c'est plutôt la communauté, elle connaît l'olive pour ce qu'elle est parce que ça fait partie de leur mœurs. De le manger d'une certaine façon. Exact. Fait qu'on va leur faire découvrir un produit le plus possible là, québécois ou local ou canadien. Ouais. Alexandre, on s'arrête encore une petite minute. On a une autre capsule pour vous. Verte, mauve, jaune, noire, la couleur de l'olive qu'on mange ici dépend en fait du moment où elle est cueillie. La récolte a lieu habituellement entre les mois d'août et de novembre, et plus on cueille l'olive près du mois d'août, plus elle est verte, et plus on la cueille tard, plus elle est noire. On sait aussi que l'olive est un bon aliment santé, puisqu'elle contient des bons gras qui peuvent être bons pour la santé cardiovasculaire. Vive l'olive! Alexandre, on a parlé beaucoup de ton modèle, de ce qui se passe avec tes produits au Québec, mais toi, en amont, tu as toute la question de l'importation. Je présume que ça ajoute des enjeux qui sont plus complexes que d'acheter toutes nos matières premières chez les producteurs locaux. Effectivement. C'est un monde de différence, là. Parce que le sentiment, tu sais, le rapport de proximité qu'on parlait tantôt avec, que ce soit le producteur de fromage ou d'ail ou tu sais, la région, quand on prend nos produits de matières premières comme l'olive, par exemple, il y a une certaine distance, comme tout le monde le sait. Nos olives en provenance de Grèce, il y a des enjeux économiques et géopolitiques qui rentrent en ligne de compte. Il y a certains éléments depuis 2006, donc ça va faire au-dessus de 15-16 ans là, que je suis en affaires. Là. On en a vu. On sait que la Grèce a passé proche de faire faillite. La grève aussi au niveau des ports, comme du port de Pirée que je vous parlais tantôt, où que les olives de Grèce partent. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux là, que physiquement, on peut pas être présent sur place. Et de là, l'importance d'avoir un sentiment de transparence et surtout ce que le lien de confiance est hyper important. Avec tes producteurs là-bas. Avec le producteur là-bas, avec les producteurs d'olives, exact. Et je suis content encore aujourd'hui, tu sais, qu'en 2022, chose qu'en 2006, ça commençait à peine Internet, mais aujourd'hui, on est capable d'avoir en ligne, que ce soit par Skype ou des médias sociaux ou quoi que ce soit, on est capable
d'aller avoir une collaboration, ou en tout cas, à tout le moins, de voir la personne live pour prendre le pouls et de s'informer aussi. Donc, le sentiment de proximité. Le lien est plus fort. Exact. Il se fait pas par une voiture ou par aller chercher à 10 minutes de route, mais plutôt par un lien là, informatique, Internet. Là. Est-ce que c'est dur sur les nerfs de l'entrepreneur d'avoir tous ces risques-là de plus qui s'ajoutent? Je vous dirais oui. Je te dirais que oui, c'est sûr qu'il y a quand même un stress relié à s'assurer qu'on a un approvisionnement. De là, l'importance, quand tu travailles en importation, d'avoir des produits de qualité, mais surtout d'avoir deux fournisseurs de qualité, ou même à la limite 3 est encore plus important. Et on parle de la graisse, mais on fait juste parler de plastique aussi. C'est un enjeu avant un certain temps où ce que l'enjeu du plastique avait toute son importance et qu'il l'est encore. Ben des produits qui viennent des États-Unis versus du Canada, etc. Donc il y a des enjeux aussi un peu partout là qui sont importants. Parce que c'est bien beau d'avoir des olives, mais si t'as pas les barquettes pour les vendre, t'es pas plus avancé dans ton cas. Exact. Puis je pense que pour l'Olivier Del Mundo, toute la question, justement, des contenants, du plastique, de l'empreinte écologique, c'est quelque chose qui a toujours été au centre de tes préoccupations aussi. Absolument, absolument, plus que jamais aussi. Hein. C'est important. Donc, tous nos résidus industriels qu'on a au niveau des bidons qu'on voit à l'arrière, là, ça, c'est dans les bidons qu'on... Vous le recyclez en faisant de la décoration, c'est ça? Ouais, non, il y en a qui prennent ça pour faire mettre des Legos là-dedans ou parce que ça s'empile une par-dessus l'autre. Il y a une multitude, mais pour la grande majorité de nos bacs de plastique, je te dirais même 98% de notre matière de plastique est récupérée chez Gaudreau Environnement à Victoriaville. Donc, eux, ils rendent ça en granules. Et ils reforment à partir de la matière de plastique en pastilles, là, des tables à pique-nique, des chaises, etc. Donc, les boîtes de carton, c'est la même chose. Tu sais, à un moment donné, on travaille aussi avec des projets... L'économie circulaire. L'économie circulaire, les boîtes de carton, par exemple, dans lesquelles on va shipper chez nos clients institutionnels, épiceries fines, etc. C'est des boîtes de récupération, des boîtes qui proviennent de mon voisin, qui est l'épicerie Claude Desjans La Chaqueté, là, où à chaque semaine, je vais chercher mes boîtes de carton qui viennent de la SAQ ou quoi que ce soit, qu'on va utiliser pour emballer et shipper. Donc, plutôt que de prendre des boîtes neuves à chaque fois, de réutiliser des boîtes qui sont encore bonnes. Exact, Puis il y a personne qui se plaint de recevoir ses olives dans une boîte de bananes. Exact. Puis là, dernièrement, là, l'huile de canola en provenance de Saskatchewan aussi, on avait tout ça dans des jarres de 16 litres en plastique. Je trouvais ça vraiment inconcevable qu'on puisse avoir de l'huile. Fait que là, maintenant, on est rendu avec des citernes de 1000 litres. non, pipeline, là, non, c'est des citernes de 1000 litres, là. Donc, il y a une personne, une fois par mois, une entreprise, là, du Québec qui vient remplir nos réservoirs, là, avec, comme si on se faisait shipper du mazout, là. Mais c'est pas de l'huile diesel. Ça goûte meilleur. Ouais, c'est de l'huile de canola qu'on va pouvoir récupérer quand on achète nos olives, là, puis on garde l'huile, Ben, c'est plein de belles valeurs intégrées dans tes produits. Merci. Alexandre, en conclusion, là, quand tu regardes ton parcours depuis 2006, c'est quoi qui te rend le plus fier? Le plus fier? Je te dirais de pouvoir de me dire à tous les matins quand je me lève, en titre d'entrepreneur, d'avoir fait le bon choix quand j'avais 30 ans en 2006 pour me partir en affaires. Ça, c'est ce qui me rend le plus fier. De pas avoir une journée pareille. Le matin, quand je me lève, ce que j'avais planifié la veille, quand je me lève le matin, ça peut prendre n'importe quelle direction. Donc, c'est ce que je suis le plus fier, là, je te dirais. C'est pas mal ça, c'est d'avoir pris la bonne décision à 30 ans puis de pas avoir de regrets, c'est ce que je suis le plus fier. Puis d'avoir persévéré, parce qu'on s'entend que quand on démarre comme toi, cavalier seul, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile. Puis quand les gens dans les communautés disent quand tu pars en affaires, il y a toujours une période d'adaptation, il y a toujours une période plus difficile dans les 3, ça va varier d'une entreprise à l'autre, mais on parle d'entre 3 et 5 ans. C'est le cas. Il faut être persévérant, il faut être perspicace, il faut être curieux, mais il faut aussi être à l'écoute des opportunités qui nous sont offertes, qui nous sont offertes, là, excusez. Mais tu as traversé le rodéo de l'olive. Oui. Et maintenant, ça va être à mon tour d'avoir un défi. Oui. Tu as préparé ça pour moi? J'ai préparé ça pour toi. On Alors, a une belle surprise. Je te peu inquiète. On va voir. On s'arrête pour aller au défi. On revient tout de suite. Alexandre, tu m'as fait enfiler le tablier officiel. Maintenant, explique-moi ce que je dois faire.
Ton défi, Suzanne, c'est pas compliqué. C'est d'ouvrir 2 cannes qu'on utilise ici en dedans de 2 minutes. Donc, tu as l'outil pour ouvrir les cannes, puis tu as les 2 cannes. Puis tu as même une petite guenille si jamais tu as besoin. Je te dis pas comment ça fonctionne, je te laisse aller. Bon. C'est industriel. Ça devrait être pas pire. Ça marche? Mais là, tu m'abandonnes? Oui. OK, bon. C'est parti. Ce que Suzanne, elle sait pas, c'est qu'en fin de compte, je sais qu'elle a le dédain pour les olives. Elle aime moins ça. Tantôt, il va falloir qu'elle prenne puis qu'elle goûte et qu'elle mange une de nos olives parce que des vraies olives, c'est bon. Mais là, je peux-tu y aller fort? Ça va être ça. Attention. Ya! Ya! Ta-na-na-na. Attention, les petits doigts, ça doit couper. Ya! Il faut que ça remonte à force de mes bras. Et de une. Celle-là va aller plus vite. Je suis la ninja du piment cerise. Et de 2. Suzanne, c'est super. T'as fait tes 2 cannes en 2 minutes. Je te félicite. Merci. T'as gardé ton canne. Hein, même si t'as parlé de ninja, t'as gardé ton canne. Mais maintenant, ton vrai défi, hein, comme j'expliquais, tu avais le dédain pour les olives un petit peu. Donc, ton vrai défi, ça va être de manger une olive qu'on a farcie ici même avec une amande rôtie. Alors, voici une olive qui est récoltée l'année passée, en 2021, avec une amande dedans. Fait que tu croques. OK. C'est ça, c'est vraiment un gros défi pour moi, là. C'est un très gros défi pour des grandes personnes. C'est un défi d'ouverture d'esprit. Et je sais aussi que t'aimes les piments cerises. Ça, c'est mon ananas après si oui, je c'est ton réussis, dessert. c'est ça, OK. Prends Je vais la essayer tête de bouchée. garder mon sourire, OK? C'est... OK, je vais pas commander ça le jour de mon mariage, quand même, mais j'ai réussi à l'avaler. Check. Fait que j'ai réussi mon défi, mes défis. Bravo. C'est une grande victoire personnelle aussi aujourd'hui pour moi, mesdames et messieurs. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour un autre épisode de Rencontre avec nos phobies dans la vie et les gens d'affaires de Warwick. À très bientôt. Bravo. Les toilettes sont là, c'est Non, ça va. Non, c'est correct.